Salut à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo de J'ai lu pour vous. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on va pas parler d'un livre en particulier, mais on va avant tout tenter de répondre à une question qui fait écho à l'actualité en se basant sur un ensemble de livres, d'articles. À moins d'avoir vécu au fond d'une grotte ces dernières semaines, vous avez sûrement entendu parler du mouvement des Gilets jaunes. Vous en faites peut-être même partie. On a pu voir à l'occasion de certains rassemblements, certaines manifestations des Gilets jaunes, une certaine hostilité envers les journalistes. Certains gilets jaunes et des forces de l'ordre, puisque à de nombreuses reprises, J'arrive, je me gare, je sors ma caméra et à peine je fais 50 mètres qu'il y a un homme qui m'aborde, qui me hurle dessus plutôt, qui m'agresse directement verbalement en me disant BFM menteur, BFM vendu, BFM macroniste, vous n'avez rien à faire là. Pourtant que des journalistes viennent couvrir ce type d'événement, ça me paraît important et plutôt une bonne chose puisque ça permet de transmettre les revendications du mouvement au plus grand nombre, voire même aux plus hautes instances de l'État. Alors la question c'est pourquoi tant de haine? Alors quand on s'intéresse au discours des gens et puis qu'on lit un petit peu des choses sur le sujet, on se rend finalement compte que ce sont toujours les mêmes critiques qui sont formulées à l'encontre des journalistes. On leur reproche très souvent de faire de la propagande. On leur reproche aussi une certaine collusion avec les hommes et les femmes du pouvoir, les hommes et les femmes d'affaires, en fait, d'avoir un parti pris idéologique. On leur reproche un goût pour le sensationnalisme, les articles racoleurs. On leur reproche aussi de former une espèce de caste, un entre-soi, et puis un certain mépris envers les gens normaux, entre guillemets. Et on se rend aussi assez vite compte que les critiques, elles sont orientées selon les convictions politiques. À droite, on va reprocher aux médias d'être dans le politiquement correct, tandis qu'à gauche, on va plutôt reprocher aux médias cette connivence supposée entre à la fois le pouvoir économique et le pouvoir politique. Une petite précision pour dire qu'on va distinguer l'élite médiatique de l'élite journalistique. Dans l'élite médiatique, on va y mettre les personnes présentes dans les médias, mais qui ne sont pas nécessairement journalistes, c'est-à-dire les experts qui viennent régulièrement donner leur avis, soit dans les colonnes d'un journal, soit sur les plateaux de télévision, mais aussi les éditorialistes qui sont très présents. moi je pense qu'il y aurait quelque chose de très populaire à faire, c'est de supprimer la redevance télé. Et ça, beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. Et ça, beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. Et puis l'élite journalistique, on va considérer que là, en revanche, ce sont véritablement les journalistes. En fait, c'est tout simplement la question de l'objectivité, ou plutôt on devrait dire de la subjectivité des journalistes qui est en jeu. Le problème avec l'objectivité dans le journalisme, c'est que contrairement à d'autres professions, comme par exemple un historien qui va travailler sur des données validées par d'autres historiens, lui, le journaliste fait face à l'instantané, à l'instant présent. Il n'a donc pas le recul qu'il faudrait avoir pour analyser certaines situations. Il doit donc interpréter ces situations avec les outils qu'il a à sa disposition. De plus, ce qu'on peut appeler subjectivité dans le journalisme, ça peut aussi renvoyer à tout simplement une ligne éditoriale mise en place, établie et assumée par le média. Ça n'étonnera personne de voir peu de positions de gauche dans les colonnes du Figaro, comme ça n'étonnera personne de voir peu de positions de droite dans celles de l'Humanité. Le problème, c'est donc pas tant celui-là, mais plutôt des soupçons de subjectivité qui pourraient être portés sur un média qui n'affiche pas une ligne éditoriale claire ou qui modifie petit à petit un discours qu'il est habituellement connu pour défendre. Par exemple, un éditorial qui prend fortement position sur un sujet dans une certaine presse d'opinion ne choquera personne. En revanche, un éditorial comme celui-là, dans une presse qui est réputée comme neutre et qui met en avant sa neutralité, va tout de suite passer pour de la propagande. Et puis en faisant cette vidéo, je me suis posé la question, est-ce qu'il existe des textes particuliers qui régissent cette profession et si oui, qu'est-ce qu'ils disent? Alors dans ces chartes déontologiques, on a d'abord la charte du journaliste
élaborée en 1918 puis révisée en 1938 par le syndicat des journalistes, mais c'est une charte qui n'engage que les syndicats qui l'adoptent, qui n'a aucune valeur contraignante et aucun organe supposé vérifier sa bonne application. On a aussi la charte de Munich de 1971 qui nous dit notamment dès le départ que les devoirs du journaliste ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. En gros, un manque d'indépendance du journaliste dans la rédaction dans laquelle il travaille ferait donc directement obstacle aux devoirs imposés par sa profession, ce qui est finalement plutôt logique. On a aussi une vieille loi du 29 juillet 1881 qui condamne entre autres les fausses nouvelles. Pour que la loi puisse entrer en compte, il y a deux conditions: que la fausse nouvelle en question soit susceptible de troubler l'ordre public et qu'elle ait été émise ou diffusée sans être de bonne foi, c'est-à-dire en ayant conscience qu'il s'agissait d'une fake news. You are fake news. Sir. Alors on peut recenser 4 profils de désinformation ou de manquement au droit du public à être informé. Un premier manquement, c'est la manipulation, la désinformation. Et là on va prendre l'exemple concret d'un cas de désinformation qui avait fait scandale à l'époque. C'est lors de la chute de la dictature de Ceausescu en Roumanie en 1989. Foule en liesse, c'était à Bucarest tout à l'heure. Toute la journée, la capitale roumaine a été le théâtre de ces scènes inimaginables il y a encore quelques heures. Une foule en liesse parce qu'un dictateur, Nicolae Ceausescu, a été arrêté après s'être enfui. Si on sait aujourd'hui que la chute du régime a provoqué une centaine de morts, on a constaté une surenchère des médias pour atteindre des chiffres allant jusqu'à 60 000 victimes. On a notamment retrouvé plusieurs corps dans la ville de Timisoara. La fin du régime de Ceausescu n'est pas simplement la fin d'un régime communiste peu à peu dévoyé par un mégalomane. Elle nous fait aussi découvrir l'horreur. À Timisoara, la ville d'où est partie le week-end dernier la révolte des Roumains, les habitants ont découvert la nuit dernière un charnier dans lequel se trouvaient non seulement des hommes, des femmes et des enfants assassinés, mais aussi torturés, voire mutilés. On apprendra par la suite qu'il s'agissait de personnes qui avaient été déterrées du cimetière des pauvres pour une mise en scène macabre. Comme on le disait tout à l'heure, une des critiques formulées à l'encontre de la profession, c'est celle de la course au scoop et au sensationnalisme. Et pour illustrer cette critique, on va prendre encore une fois un exemple concret, c'est celui de la petite Omaira Sanchez. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1985, le volcan colombien Nevado del Ruiz se réveille, des coulées de boue et de cendres se forment et une jeune Colombienne de 13 ans se trouve prise au piège. Elle est coincée dans l'eau, son agonie durera 2 jours et 3 nuits. Elle est filmée par des caméras prises en photo, notamment par le photographe français Franck Fournier. Et ce sont des images, des clichés qui diviseront la profession avec la question de savoir où finit l'information et où commence le voyeurisme morbide. Dans ces 4 types, ces 4 profils de désinformation, on retrouve aussi les pressions et les séductions qui peuvent être exercées sur les journalistes. Alors elles sont invisibles, elles peuvent provenir de leur hiérarchie, de publicitaires, de patrons puissants, amis avec les patrons de presse. 4e et dernier profil type de désinformation, c'est la spectacularisation, avec l'exemple de la guerre du Golfe. Ainsi donc, il y a 12 heures juste, la guerre a commencé. I saw today. Nothing leads me to believe that this man is going to be reasonable. So back to Terry's question, I have less of a feeling that he'll come around. En fait, les images de violence ont été filtrées pour promouvoir les avancées technologiques des Américains. C'était une stratégie du gouvernement dans laquelle les médias ont embrayé sans difficulté, avec notamment le premier bombardement de Bagdad, avec ses balles traçantes dans un ciel verdâtre. Ce sont des images qui ont notamment été comparées à un feu d'artifice par les commentateurs de CNN et les présentateurs de l'émission spéciale de TF1 le premier jour de l'offensive, le 18 janvier 1991, témoignent de cet événement avec des propos tels que, je cite, « Les photos aériennes de bombardements au laser diffusées par l'armée américaine sont extraordinaires ».
les mecs ont un peu oublié qu'il s'agissait quand même avant tout d'une guerre. Alors si on essayait de lister les causes profondes à ces pratiques journalistiques douteuses comme on vient de le voir, quelles seraient-elles ? Je vais vous en proposer ici quelques-unes. Bien évidemment, c'est impossible d'être exhaustif. Je ne suis pas un spécialiste sur le sujet et puis il y a sûrement encore plein de choses à étudier et à écrire sur cette question. Alors on va commencer par parler des causes économiques et la première des causes économiques, c'est la précarisation du métier. Comme tout secteur en crise, ce qui est le cas de la presse notamment, les conditions de travail se trouvent plus difficiles qu'avant. Et tout comme une infirmière ou une aide-soignante qui devra avoir plus de patients dans un laps de temps plus réduit, et donc avoir moins de temps à leur consacrer, le journaliste devra écrire plus d'articles dans un temps réduit et donc ne disposera pas du temps nécessaire pour prendre du recul par rapport à ses sources, vérifier ses informations et les recouper, etc. Et fatalement, la qualité de l'information s'en trouve réduite. Un autre élément de type économique, c'est que dans un système capitaliste tel que le nôtre, l'information est un bien et entraîne donc une concurrence. Sauf qu'ici, la concurrence n'amène pas à une diversité de l'offre, mais plutôt à une uniformité. Les journalistes observent la concurrence, les thématiques qui ont le plus de succès chez les lecteurs, les téléspectateurs, etc. et reprennent donc ces thèmes, ce qui entraîne finalement une convergence des thèmes, des thématiques évoquées par les médias que l'on retrouve absolument partout. Et donc en gros ici finalement le critère principal de la valeur d'une information, c'est pas son intérêt démocratique ou sa conformité à la déontologie de la profession, mais c'est avant tout sa capacité à susciter un intérêt chez le lecteur ou le téléspectateur. Dans ce contexte de crise économique, notamment de la presse en France, de richissimes hommes d'affaires ont été amenés petit à petit à investir de l'argent dans différents médias. On le sait, quelques milliardaires possèdent la majorité des médias en France et ça pose inévitablement des questions sur l'indépendance des journalistes qui y travaillent, qui sont donc eux-mêmes liés aux intérêts financiers de ces hommes d'affaires, des hommes d'affaires étant souvent liés aux personnalités politiques au pouvoir. Je suis retombé sur une vieille info que j'avais oubliée, c'est lorsque Emmanuel Macron en 2014 avait autorisé Patrick Drahi a racheté SFR. Une question toute bête serait alors de se demander le degré d'indépendance et la capacité critique des médias appartenant à Patrick Drahi envers le gouvernement actuel. Au-delà de ces hommes d'affaires qui détiennent la majorité des médias en France, il y a la question des subventions de l'État, puisque chaque année, l'État français subventionne un certain nombre de titres en France, et je me suis notamment intéressé au Monde diplomatique, un journal assez critique, qui a de très bons articles dont je me suis notamment inspiré pour faire cette vidéo. Le Monde Diplo est 178e sur la liste des médias subventionnés par l'État. Il est derrière Télé 7 jours qui est subventionné 33 fois plus par l'État, alors qu'il y a quand même un certain nombre de pubs dans leur page. Il est derrière Closer, le journal de Mickey, le magazine Détente Jardin et Spirou Magazine. Et puis enfin, il y a évidemment la question des publicitaires. On voit mal un journal dans lequel on trouve de la pub pour des marques comme Dior ou Chanel faire une enquête dans ce journal concernant les dérives de l'industrie cosmétique par exemple et comment ils font des tests sur les animaux. Et puis sociologiquement, on se rend compte que les journalistes parisiens et les PDG des grandes entreprises et les dirigeants politiques proviennent des mêmes milieux sociaux. Je ne vais pas vous exposer ici les statistiques, vous les trouverez facilement sur Internet, mais ça pose la question de l'esprit critique de ces journalistes envers des dirigeants politiques et des PDG qu'ils ont eu comme camarades de promo à HEC, l'ENA, Sciences Po, etc. Bien évidemment, on est aussi obligé d'évoquer la question d'Internet. Alors même que nos grands-parents, parfois même nos parents, regardent le JT de TF1 comme s'il s'agissait de la parole divine, les jeunes, pour la plupart, s'informent sur Internet. Et même si Internet est connu et reconnu pour véhiculer pas mal de conneries, on peut quand même recouper les informations et puis surtout accéder à des points de vue qui ne sont jamais présentés dans les médias dominants, dans les débats. Ça contribue donc largement à fragiliser la légitimité de ces médias dominants. Petite précision, on parle depuis tout à l'heure des journalistes,
Évidemment, on ne parle pas ici des pigistes de base, et ça n'a rien de péjoratif, mais des journalistes qui ont un certain pouvoir, notamment le pouvoir de contraindre les journalistes plus bas dans la hiérarchie à effectuer leur métier d'une certaine manière. Ce sont des manières de faire, d'aborder le réel, qui finalement sont intériorisées par ces journalistes et qui deviennent à leurs yeux légitimes. Ceci étant précisé, on en arrive au dernier point de la vidéo qui me semble important, c'est celle des experts. Vous avez sûrement remarqué que se succèdent sur les plateaux télé, dans les studios de radio, dans les colonnes de journaux, des intellectuels, économistes, philosophes, parfois sociologues, afin qu'ils donnent leur avis sur différents sujets. Ces intellectuels sont systématiquement présentés sous leur titre universitaire, professeur d'université, directeur de recherche au CNRS, ce qui leur confère aux yeux du public une légitimité. C'est tout simplement l'argument d'autorité. Pourtant, lorsqu'on regarde leur CV d'un peu plus près, on se rend compte que beaucoup d'entre eux sont également administrateurs dans des grands groupes, dans des banques, dans des entreprises, et qu'ils ne sont donc absolument pas objectifs. Ils fréquentent donc le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir politique dans différents lieux parisiens, et finalement, le message qu'ils transmettent dans les médias va dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens des politiques menées par les différents gouvernements depuis de nombreuses années déjà, c'est-à-dire des politiques néolibérales. Ces experts maîtrisent parfaitement les codes télévisuels, et là où de nombreux intellectuels se refusent d'intervenir dans les médias à cause des conditions justement dans lesquelles ils seraient obligés d'y intervenir, ces experts connaissent parfaitement ce milieu. On peut donc émettre l'hypothèse que l'uniformité des messages transmis par ces experts dans les médias crée une frustration chez les gens qui regardent ces émissions et participent donc largement à décrédibiliser les médias. Si c'est un sujet qui vous intéresse, mes sources sont en description de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.